Moi, je voulais vraiment avoir un panel assez exhaustif de justement comment tu voyais cette chose, quel pouvait être l'élément déclencheur qui amène cette fissure au sein d'une famille. Comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où ça commence à toucher notre santé physique ou la santé mentale, je pense qu'il faut se poser des questions. Moi, j'ai coupé les ponts avec ma famille. J'en suis très fière. C'est toujours douloureux. Il faut un grand cœur. Je dirais même qu'il faut un grand cœur pour pouvoir couper les liens familiaux. Il y a 5-6 ans, j'étais dans ma chambre. Il y a ma petite sœur qui vient en sanglots et je comprends pas pourquoi elle pleure. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit en fait je te pardonne. Et moi je comprends pas en fait, je dis mais elle me pardonne de quoi? Je sais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre Chien et Loup, l'émission où au crépuscule des non-dits, nous allumons les débats. Je suis Jasmin et comme toujours, je suis accompagné de Blandy. Comment vas-tu, Blandy? Très bien, et toi-même, Jasmin? Ben écoute, ça va impeccable, merci. Je vois que la cravate est assortie à la chaussette comme d'habitude. Écoute, encore une fois, on essaie de respecter le dress code. La dernière fois, on a démontré qu'il pouvait y avoir deux capitaines sur le même bateau. Mais dis-moi, Blandy, est-il possible de garder le cap quand la famille devient une tempête? Bah écoute, c'est ce qu'on va voir dans notre sujet d'aujourd'hui. Très bien dit. La famille, c'est un pilier, c'est sacré. Mais parfois, ça peut être un poids, voire un fardeau. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va savoir à quel moment les liens familiaux deviennent nuisibles et on va essayer de savoir si, dans ce cas-là, faut-il rompre ou subir ces liens. Pour accompagner ces deux questions centrales et pour y répondre, nous avons la chance d'être accompagnés de Corinne, qui va entre autres nous aider à répondre à ces questions, mais qui va par ailleurs nous faire part de son histoire. Corinne, je te laisse te présenter. Écoutez, je vous remercie déjà pour cette invitation. Je suis ravie d'être sur votre plateau aujourd'hui. Donc, je suis Corinne, épouse et maman d'une bande de 4 enfants. Professionnellement, j'exerce dans la transition énergétique en tant que chargée d'affaires. En parallèle, j'ai une activité de consulting administratif qui accompagne les particuliers dans des démarches qui peuvent parfois leur paraître fastidieuses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et à mes heures perdues, j'écris. J'aime à me qualifier de semeuse de pensées. Donc, peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion d'échanger sur une de ces pensées. Ah, super, j'aime beaucoup, c'est très poétique. On va être très amis. Je vous propose qu'on regarde un peu ce sujet-là en profondeur en commençant par le commencement, par les prémices, à savoir pourquoi les relations deviennent toxiques, quels sont les éléments déclencheurs et savoir justement quelles sont ces fractures invisibles. Est-ce que vous avez une petite idée? Que je vous laisse un peu la parole. Bah, écoute, je pense qu'on va laisser la parole à la dame Ok. pour qu'elle nous donne un peu son point de vue sur le sujet. Alors, moi, à mon sens, les raisons sont multiples, hein. Il peut y avoir autant de raisons que de relations. Mais déjà, premièrement, il faut savoir que le rôle de la famille a un rôle central dans quasiment toutes les civilisations. Elle prend ensuite une forme qui diffère, elle a des structures différentes. Par exemple, en Occident, on parlera de famille nucléaire, donc parents-enfants. Donc, on a cette notion d'individualité. L'individu est vraiment propre et indépendant au sein de ce petit groupe. En Asie, en Afrique, en Amérique latine, on parlera de famille élargie parce que là, du coup, on a les parents, on a les enfants, on a la tante, la grand-mère, même parfois le voisin de quartier de longue date devient la famille, tu vois. Il y a ce sens vraiment large. Donc, même si les structures diffèrent, le rôle et l'importance de la famille restent assez cruciales. Mhm. Ensuite, les raisons, moi, à mon sens, comme j'ai dit, il peut en avoir plusieurs. euh, je pense que dans, dans- pour parler pour aller dans le sens de la structure de famille élargie, qui va aussi dans le sens culturel, il y a souvent des conflits intergénérationnels. Je pense, à mon sens, c'est souvent ça la première cause, c'est qu'il y a des transmissions de valeurs qu'on ne retrouve plus ou pas, ou du coup les enfants, quand ils évoluent, ne se retrouvent pas dans les valeurs de leurs parents, et on a tendance à associer ça à l'évolution du monde, l'évolution des réflexions, etc.
Une autre raison, je pense il peut aussi s'agir de différences, que je sais pas trop comment qualifier ça, mais lorsqu'on a l'impression d'être traité différemment au sein d'un clan. Et du coup, ça remet en cause notre place, notre légitimité au sein de cette famille. Bien sûr. Donc ça, les inégalités, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Des non-dits, Mm. des violences physiques, psychologiques, des abus, qui, sont au final, on n'en parle pas. Voilà, parce on veut pas froisser un membre ou un autre de la famille, enfin, on ne règle pas la chose, mais on le camoufle. Donc finalement, la personne qui se sent victime de ça, a l'impression finalement de ne pas avoir sa place ou de ne pas être écoutée, de ne pas avoir d'importance au final au sein de cette famille. Donc il peut avoir aussi fracture, donc compléter, hein, compléter Ouais, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais vraiment avoir un panel assez exhaustif de justement comment tu voyais cette chose, quel pouvait être justement l'élément déclencheur qui amène cette fissure au sein d'une famille. Et je trouvais que tu avais très très bien schématisé la famille, peu importe justement la société dans laquelle on pouvait être. Et juste pour compléter ce que tu as dit, parce que c'était assez complet, et je vais laisser également la parole à Blandy, j'aimerais vous poser une question parce que c'est pas forcément une affirmation. Je trouve qu'il y a également ce sentiment d'appartenance. Parfois, en fait, ça peut venir des parents, des grands-parents. C'est comme si c'était d'une manière, en fait, on était redevable à nos parents, nos grands-parents. Et donc, en fait, ils vont avoir, en retour, ils vont attendre qu'on ait un sentiment de loyauté envers eux. Et parfois, ça va être très mal interprété. Et comme tu l'as dit, en fait, l'enfant, il peut se poser des questions, se trouver un peu égaré, ne pas se sentir à l'aise et à sa place dans sa propre famille. Et c'est ça qu'une fois qu'il va grandir, prendre son indépendance, sa maturité, il va ensuite voler de ses propres ailes et là, va vraiment s'éloigner de sa famille. Il va vouloir fuir ou C'est ça, limite exactement. c'est ça, mais pourquoi on fuit? C'est que le problème n'a pas été résolu, en fait, et qu'on n'a pas été écouté. C'est ça le problème. Parce que si on en parle, si on en discute et qu'on met les choses sur la table et qu'il y a vraiment une volonté d'améliorer les relations, les personnes partent pas. Enfin, moi, je connais pas une personne qui se vante de se dire: «Ah ben, moi, j'ai coupé les ponts avec ma famille, j'en suis très fière, machin». Non, c'est toujours, douloureux. Il y a personne qui coupe en fait, il faut un grand cœur, je dirais même qu'il faut un grand cœur pour pouvoir couper les liens familiaux. Parce que ça c'est démonstratif d'un amour profond envers ces personnes-là. Parce qu'on coupe pas une personne qu'on ne considère pas, qu'on n'aime pas, on la met juste sur mute et puis, tu sais, ça devient invasive, tu vois? Tu envoies le message, tu laisses, tu lis, tu laisses sur vue, enfin tu calcules pas. Mais si tu en arrives à bloquer une personne, vraiment essayer de la sortir entièrement de ta famille, c'est que tu as tellement aimé cette personne, tu as tellement considéré cette personne, que le fait de vivre une relation dans laquelle tu ne retrouves pas une certaine réciprocité, te fait tellement souffrir que c'est préférable de partir. Je suis d'accord. Tout à fait. Bah, écoute, moi, j'aimerais justement revenir sur un aspect, donc Corinne a mentionné, ça va être, généralement les conflits non résolus. Parce que quand il y a des choses, il y a des non-dits, il y a des conflits qui ne sont pas résolus, il y a des abus et aussi de la négligence, forcément, ce sont des facteurs qui vont, entre guillemets, nous, tourner, vers d'autres individus. Je m'explique. Aujourd'hui, heu on est censé être dans la famille, dans un cadre où il y a un soutien, où il y a de l'amour. Et forcément, quand il y a ces facteurs négatifs qui vont un peu se mêler dans cet environnement, ça va nous faire en sorte qu'on commence à se poser des questions et vouloir, comme on disait, un peu fuir cet environnement qui devient justement très nuisible. Je suis d'accord. Et là, je vais vous interpeller sur un sujet. C'est vrai qu'on a essayé de prendre tous les petits points qui pouvaient amener à cette scission, mais il y a un point également qu'on a oublié, je dirais qu'on a oublié, c'est le mariage interreligieux. Ça, parfois, ça va faire en sorte que bah, justement, les parents, bah, ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport aux valeurs, mais voilà, ça, je sais que ça, parfois, c'est non catégorique. Et là, bah, du coup, contre son gré, c'est même pas forcément la l'enfant qui décide de rompre ses liens et c'est plus les parents. Et là, quand c'est les parents, je pense que c'est quand même assez,
Ah oui, forcément, dans la rupture de liens familiaux, c'est dans l'un comme dans les deux sens. Oui. Ça peut être de la part des parents ou de la part des enfants, mais effectivement, dans ce cas-là, c'est plutôt, je le regroupe dans le cas de conflits intergénérationnels sur les valeurs. Ça peut être des valeurs d'éducation, ça peut être culturel, ça peut être religieux. Donc, du coup, un mariage avec un conjoint d'une autre religion qui n'est pas bien perçu pour la famille, ou peut-être un coming out, une orientation sexuelle qui n'est pas acceptée. Enfin, il peut y avoir plusieurs raisons qui effectivement entrent dans ce cadre-là. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez un peu des chiffres, notamment toi, Blandy, pour corroborer un peu ce qu'on est en train d'expliquer? Moi, j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'en fait, 26% des jeunes adultes coupaient les ponts avec leur père, ok? Contre 6% avec leur mère. Et j'ai également vu une autre étude qui avait été menée par Cambridge Ok. en 2021 qui, elle, démontrait que 24%, donc là, c'est dans la globalité. Tout à l'heure, c'était les jeunes adultes, et là, c'est dans la globalité, 24% des individus rompent les liens familiaux. Ok. Et donc, cette étude, elle est assez intéressante parce qu'ils sont allés un peu plus loin et ils ont pris, en fait, ils ont regardé, donc, dans ce pourcentage de 24%, il y avait 40% des gens qui rompaient les liens parce que, justement, il y avait des manques de valeur. Il y a 30% des gens qui coupent les liens par rapport à une toxicité. Et il y avait une petite minorité qui coupait les liens. Bah là, c'était plus par rapport à des non-dits, justement. Donc les non-dits, les traumatismes, les violences verbales ou physiques. Donc il reste un peu une minorité. Et je me suis dit, ok, cette étude, elle est très, très intéressante et elle va peut-être réjouir Corinne. Je ne sais pas dans quel camp tu te mets pour le moment, mais le contre-coup, c'est qu'il faut aller au bout de l'étude, hein. C'est comme quand on lit un verset, il ne faut pas juste lire un passage et se dire voilà ce que ça dit. Il faut vraiment aller au bout de l'étude. Et le bout de l'étude, il démontrait que 60% des gens qui avaient rompu les liens avec leur famille n'étaient pas contents et donc avaient des remords. Exact. Bon, ça corrobore avec ce que Corinne disait tout à l'heure, c'est que faire, entre guillemets, ce step, déjà de un, il faut beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Je sais que les gens ont tendance à penser que lorsqu'on décide de rompre les liens, c'est peut-être qu'on s'en fout, qu'on n'a rien à faire. Ou que tu Mais n'as au pas de contraire, cœur, ou que tu considères exactement. pas. Mais c'est vraiment quelque chose, je pense, où ça nécessite d'abord beaucoup de réflexion. Et au bout d'un moment, je pense que au niveau même de la santé mentale ou même la santé physique, on prend un coup et on décide de passer ce step. Moi, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. Et avant de vous poser cette question, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Corinne parce que honnêtement, ça m'a déstabilisé. Et la question, c'est est-ce que pour toi, le contraire de l'amour, c'est la haine? Non, pas du tout. Pas Ok. du tout. Parce que même dans le conflit, on peut aimer, Même dans le conflit, on peut aimer. continuer. Ok, ok, d'accord. Parce que moi, ce que tu as dit, ça m'a fait penser et je me suis dit, ça m'a fait penser à quelque chose et je me suis dit que le contraire de l'amour, comment je le ressens aujourd'hui, pour moi, c'est l'indifférence. Exactement, je suis d'accord Tu es avec toi. d'accord avec moi? Ok. Parce qu'en fait, bah, justement, comme tu le mentionnais un peu pour aller dans ton sens, en fait, dès lors que tu n'aimes plus une personne, bah, en fait, comme tu as dit, tu vas la bloquer, tu t'en fous en fait de cette personne, qu'elle fasse sa vie, qu'elle ait des enfants ou autre. Tu veux pas forcément partager ces moments-là. Et donc là, alors que quand tu as de la haine envers une personne, c'est que tu as encore un peu d'amour. Et que tout n'est pas fini. Parce qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, comme on dit. Je dirais pas qu'il y a encore de l'amour, mais il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. Il y a un problème qui subsiste. Ok. C'est pour ça il y a cette haine qui est alimentée. Mais je dirais pas que c'est forcément de l'amour, mais il y a un sentiment Ok. qui est alimenté par quelque chose, souvent de la colère, de la haine, de l'incompréhension ou le sentiment de ne pas avoir été au bout. Ok. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Et la question que je voulais vous poser avant d'entendre le témoignage de Corinne, c'est de savoir si est-ce que les conflits sont une raison suffisante pour rompre des liens. Non, pas du tout, moi, je pense pas. Bah, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où ça commence à toucher notre santé physique Ok. ou la santé mentale, je pense qu'il faut se poser des questions. Maintenant, de dire est-ce que c'est suffisant pour pouvoir passer à autre chose, je ne pense pas. Mais on a évoqué dans un sujet précédent la santé mentale et on sait ô combien ça peut être
un gros problème pour nous. Donc, à partir du moment où on est affecté par une situation familiale qui arrive parfois très souvent ou depuis des années, je peux comprendre quelqu'un qui se dit, bah écoute, il y a des conflits dans ma famille, moi ça joue sur mon moral. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que lorsque on commence à avoir des conflits dans sa famille, forcément, on va commencer à traiter les autres personnes différemment. C'est-à-dire que si moi j'ai des conflits, par exemple, avec mon frère ou ma sœur à mon domicile, euh, forcément, quand je vais aller au travail, bah, ça va se répercuter aussi sur mes amis ou sur mes collègues au travail. Et c'est pour ça que je disais, à partir du moment où on dépasse cette ligne rouge, il ne faut pas s'étonner si quelqu'un décide de fermer la porte et passer à autre chose. Tout à fait d'accord. Corinne, quelques mots? C'est très intéressant ce que tu dis pour l'impact que ça peut avoir en dehors du coup du cercle familial. Et c'est un point que je comptais justement aborder. C'est que en fait, il faut avoir conscience que le cercle familial est au final le point qui nous façonne. C'est vraiment au premier degré, c'est là qu'on est façonné. Ensuite, il y aura la société, le travail, etc., les relations extérieures, mais on grandit là. Donc, c'est ce qui fait notre toute première personne, on va dire, la version brute de nous. Donc, il faut qu'on ait conscience que aujourd'hui, nous sommes tous parents, qu'on élève des personnes qui sont amenées à être des citoyens Mhm. et en fait qui auront eux aussi un impact sur la société et sur d'autres personnes. Ils seront amis de d'autres personnes, ils seront époux, enfin, ils seront futurs parents. Enfin, il faut vraiment avoir conscience que euh, tout ce qu'on peut faire ou dire à ces enfants aura un impact dans l'avenir et dans le futur, et même dans le monde, parce que ces enfants peut-être voyageront, vivront pas qu'en France, ils vivront ailleurs, etc. Ils créeront des entreprises, seront futurs employeurs. Enfin, l'impact est vraiment énorme et il faut qu'on se dise que le cercle familial a un devoir d'être sain. C'est limite une obligation. Et pour moi, ça devrait même faire partie du code civil. Non, il faut vraiment le marquer et de dire que c'est important, c'est pas bénin en fait. Vous n'avez pas juste des enfants, vous les nourrissez pas juste, etc. Il faut vraiment faire gaffe parce que le gamin à qui tu répètes t'es nul, machin, machin, etc. deviendra un futur mari toxique éventuellement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Donc c'est très important de travailler à assainir les relations. Et pour rebondir sur ce que disait Blandy, non, c'était ta question. Est-ce que ça justifie? Non, ça ne justifie pas parce qu'à mon sens, il faut déjà essayer de résoudre le problème. C'est qu'il faut savoir, en fait, il y a plusieurs étapes à mon avis, à mon sens. Poser un état des lieux. Voilà, il y a un problème, il est tel quel. Ensuite, je prends du recul parce qu'en fait, c'est facile de dire, bah, en fait, il y a un conflit, ah, elle m'a trop blessée, telle personne m'a dit ça, elle m'a froissé, machin. OK. Mais en fait, il faut savoir prendre du recul. C'est ta perception, c'est pas forcément la vérité. Examiner la situation, se mettre parfois dans les chaussures de l'autre, mais Ouais. pourquoi elle en est arrivée à dire ça? Pourquoi elle en est arrivée à penser là? Etc. Et ensuite, réfléchir à un plan d'action, une discussion. Ça passe par le dialogue, obligatoirement. Poser les choses, en fait, il faut parler. La difficulté est que lorsqu'on a en face de soi une personne qui n'est pas dans l'optique d'arranger les choses ou qui même nie le problème, bah là, en fait, pour arranger les choses, il faut qu'il y ait deux personnes qui soient prêtes à arranger, tu vois? Ouais, Qui je soient je vois ce prêtes que à... tu veux dire, mais par contre, là où ça m'interroge, je me dis, mais comment avoir cette maturité-là? Comment avoir cette prise de hauteur-là? Je vois parce que c'est toujours facile de donner des conseils, de se mettre à la place des autres, de dire tu devrais faire comme ci, comme ça. Mais quand ça nous arrive, généralement, Ouais, c'est dur. c'est comme si on avait un voile qui biaise nos pensées, nos idées, et en fait, on prend toujours les mauvaises décisions. Et on n'arrive pas à se dire oui, mais si, Et j'instaurais du dialogue, si, ceci, si, exactement, cela. parce qu'en général, quand on n'arrive pas à procéder comme ça, c'est qu'on agit sur des sentiments. Ok. Parce que les sentiments, tu vois, en fait, les sentiments, il faut la tête. Il faut raisonner aussi. Et en général, quand on bloque tout comme ça, on arrête tout, on met fin à tout, c'est qu'on agit sur la base de sentiments. Et moi, personnellement, je suis comme ça. J'agis sur la base de sentiments. Bah, c'est intéressant, je crois que la transition. Non, tu n'es pas comme moi. Vous avez entendu, ne faites pas comme Corinne. Je pense que la transition est tout trouvée pour que tu nous parles de ton expérience personnelle. Mais avant ça, parce que je trouve que tu as assez parlé, je vais également vous faire part en fait, de deux choses qui se sont passées dans ma famille. Et la première chose,
ça s'est passé il y a 5-6 ans. Ok. J'étais dans ma chambre et là, il y a ma petite sœur qui vient en sanglots dans ma chambre et je comprends pas pourquoi elle pleure. Et du coup, tout de suite, ça m'attriste également. Et je lui dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas?» Elle me dit: «En fait, je te pardonne». Et moi, je comprends pas, en fait. Je dis: «Mais elle me pardonne de quoi?» Je sais que je suis peut-être pas le grand frère modèle, personne n'est parfait d'ailleurs. Mais je me dis: «Qu'est-ce que j'ai mal fait?» Et en fait, elle m'explique que voilà, elle trouvait que justement, comme on le disait tout à l'heure, elle se sentait un peu lésée parce que nous, on est 3 dans notre famille et elle se sentait vraiment que moi, j'avais une connexion avec mon frère et qu'elle, en fait, elle était à côté, elle était exclue et qu'elle a grandi avec ça, ce sentiment-là et que pareil, quand elle essayait de se rapprocher de mon petit frère, vu que moi, je suis l'aîné, c'est pareil, il y avait quand même une espèce de scission. Par exemple, quand, après ça, je pense qu'on l'a tous vécu. Quand tu veux aller chez un ami, que ton petit frère veut aller avec toi, que tes parents te disent: «Ah, emmène-le». Mais que là, tout de suite, si tu dis: «Ah, mais si je l'emmène, mon ami, il va pas accepter». On est quand même en Occident. Quand, tu invites une personne, c'est une personne qui vient, c'est pas toute la famille. Et donc, ça amène des petits conflits et quand on est petit, on n'a pas forcément cette présence d'esprit de se dire que ça peut blesser le petit frère et la petite sœur et du coup, on a eu une discussion assez profonde. C'était la première fois d'ailleurs, je vous épargne les tenants et les aboutissants, mais en fait, j'ai reconnu mes torts et moi, ce que je ne veux pas et ce que je lui ai dit, c'est que demain, je suis amené à avoir, un enfant, elle est amenée à avoir des enfants et je ne veux pas qu'en fait, nos enfants ne se connaissent pas, ne grandissent pas ensemble. Et demain, quand je vais quitter le cocon familial, ça c'était il y a 5 ans, je lui ai dit: «Voilà, j'aimerais que, en fait, on ait une relation, toi et moi. Peut-être que étant petit, on n'a pas eu une bonne relation, mais je ne veux pas perdre cette relation qu'on a, toi et moi, de frères et sœurs et soyons meilleurs». Et tu vois, j'ai essayé d'avoir ce cette prise de conscience, comme tu disais, comme tu le mentionnais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on peut faire un plan d'action? Est-ce qu'on peut essayer de sortir ensemble, faire des activités ensemble, de façon à créer des liens, renforcer des liens? Même si on a peut-être perdu 10 ans, mais tout n'est pas perdu. Et après ça, bon, je dis pas que, les choses se sont arrangées, mais aujourd'hui, je trouve que ça va mieux. Ça va mieux et pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce qu'on a parlé de non-dits et de blessures du passé, de stigmates et moi, je trouve que encore une fois, dans ma famille, je trouve qu'il y a un manque de communication. Les gens ne se parlent pas et quand tu vas voir un tel pour savoir: «Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi et tout? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui» moi, je vais vous dire, il y a un fait et qui est vraiment qui me brise le cœur. C'est comme tu le sais, Blandy, ma mère, elle habite à Rueil. J'ai une tante qui habite à Rueil. Mais en fait, ma tante n'est jamais venue chez ma mère. Ouais. Vous comprenez ou pas? Ouais, 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 Quand ouais, tu ouais. demandes: «Mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les blessures?» Ils vont te dire: «C'était il y a longtemps, il y a jadis, Là, il moi, ça s'est passé m'intéresse ça» pas. et voilà, on n'en a jamais parlé. Et là, c'est pour ça que je te disais, Corinne, mais pourquoi en fait, ils n'essayent pas d'arranger les choses? Pourquoi ils ne s'assoient pas? Pourquoi ils ne font pas de plan d'action pour essayer d'assainir la Parce que situation? chacun campe sur ses positions. Et parce que dans ces cas-là, tu t'observeras que chacune des 2 estime que c'est à l'autre de faire le premier pas. Parce qu'en fait, chacune se sent blessée et se dit: «Bah, en fait, j'ai été plus blessée que je n'ai pu te blesser, donc c'est à toi de faire le premier pas». C'est ça et en fait, en général, dans ce type de cas, il faut une tierce personne Non, mais qui prenne la qui décision, dise c'est qui la tierce personne? En général, comme on dit en Afrique, parfois ça va être le chef de famille. Donc ça va être le plus grand, un oncle, qui va venir et être un peu le médiateur. Moi, j'ai eu un souci, un conflit il n'y a pas longtemps dans ma famille. Il y a un oncle qui est intervenu et qui a joué le médiateur et ça s'est très bien passé. Après, encore une fois, il y a vraiment un problème de communication, mais c'est sur une base encore de conflit non résolu. Parce que s'était passé quelque chose, comme tu disais, jadis, et à aucun moment personne n'a pris la décision. Donc, on dit parfois que le temps permet un peu de penser les douleurs, mais parfois le temps ne joue pas forcément en notre faveur, parce que plus il va passer, et après on va se dire, bon, on a oublié, bon, c'est pas grave, je peux vivre comme ça, et on finit par avancer, et on regarde 10 ans plus tard, et ben on n'a jamais résolu le conflit. Et après, ça rentre dans les habitudes, dans les mœurs, et on se dit, bah, on n'a qu'à continuer Ça, je à suis vivre comme comme ça. ça, on va être comme ça et tu sais à quel point, je suis philosophe et ça me fait penser à un truc, tu sais, tu as parlé du temps et en fait, on se dit souvent qu'on a le temps, alors qu'en fait, c'est le temps qui nous a, en réalité. Et comme tu l'as dit, après, on se retrouve
10 ans, 20 ans plus tard, avec une situation, voilà, qui est une blessure qui nous fait mal en soi. On ne sait pas pourquoi on a mal, mais voilà, on se dit qu'en fait, on est bien comme ça. On a mal parce qu'on aime. Est-ce que tu penses que c'est toujours de l'amour à ce stade, quand c'est pendant 10 ans, 20 ans, tu as coupé les ponts avec ta famille? Tu sais pas pourquoi. Encore une fois, ça aurait été de l'indifférence, tu vois. Ok. S'il y avait plus d'amour, par exemple, pour prendre l'exemple de ta mère et ta tante, s'il y avait plus d'amour, limite, elles pourraient se voir, ce serait juste en indifférence totale. Mais si elles sont butées à, voilà, être chacun dans son coin, etc., C'est parce qu'il y a de l'amour. c'est parce qu'il y a de l'amour et parce qu'elles estiment que l'autre ne considère pas la douleur qu'elle lui a causée. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que vous verrez cette vidéo et que... Non, Corinne, je te propose que tu nous fasses part de ton expérience, parce que j'ai cru comprendre qu'elle était assez poignante. Et j'aimerais savoir comment justement tu as géré cette situation. Est-ce que tu as fait un plan d'action? Alors, déjà pour parler de mon expérience, je vais pas forcément. Premièrement, je vais déjà parler un peu de ce que j'ai vu autour de moi. Comme toi avec ta tante, j'ai vu la même situation avec ma mère. Et pourquoi je te dis, parce que ce que je dis dans le cas de ta mère et ta tante, c'est parce que j'ai eu le temps d'examiner la situation et de comprendre dans mon propre cas avec ma mère. C'est que je me suis aperçue qu'en fait, dans son conflit qu'elle a pu avoir avec une de ses sœurs, c'est qu'il y avait encore une fois énormément de non-dits qui pouvaient dater d'il y a des années à l'adolescence limite, etc. Et qu'elles ont cheminé comme ça, chacune d'elles. Et il est arrivé un point de non-retour où tu verras qu'en fait, en fait, ce sera la goutte de trop. Ça peut paraître bénin, en fait, tu vas te dire, bah, entre deux sœurs, enfin, tu vois. Mais c'est qu'en fait, quand tu creuses l'une comme l'autre, avait énormément de choses qu'au final, elles ne s'étaient jamais dit, tu vois. Et donc, quand il y a eu la fissure, eh ben, chacune des deux en souffrait. Chacune des deux était blessée. Mais il n'y a jamais eu de démarche d'une part comme de l'autre de se dire, bah, écoute, on va en parler clairement. C'est que quand elles se discutaient, les fois où ça leur arrivait de discuter, parce qu'elles étaient toujours en contact jusqu'à ce que ça se passe définitivement, jusqu'à la dernière conversation avant la fissure, il n'y a jamais eu d'allusion au conflit antérieur. Hmm. Tu vois, c'est qu'on avance, et c'est surtout que souvent on se dit, bon, c'est la famille. En gros, tu vois, comme il y a un adage au Congo qui dit chez nous, en langue, que le fil de la famille s'étire, mais ne se rompt jamais. Ça veut dire qu'en fait, on peut avoir tous les problèmes du monde, c'est la famille. Tu vois, c'est limite, on banalise d'en parler ou de traiter la chose, parce que de toute façon, c'est une relation acquise au final, la famille. Vraiment. Oui, mais c'est C'est ça. qu'on se dit, ben, c'est le sang. C'est le sang, oui. Peu importe, de toute façon, on est amené à vivre. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on va avancer comme ça. Donc, du coup, on banalise. Alors qu'une relation extérieure, comme un ami, un collègue, etc., c'est pas acquis. Tu vois, il y a rien qui nous lie. On peut décider du jour au lendemain de rompre la relation. Du coup, on donne plus d'efforts, on prête plus attention à résoudre les problèmes dans ces relations-là. Mais quand c'est acquis, tu te défous. Tu te donnes pas de... Tu te donnes pas, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Après, moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, parce que pour moi, les relations amicales, c'est un peu, comme tu l'as dit, en fait, on choisit pas sa famille, mais les amis, c'est un peu la famille que tu choisis. Oui, donc tu l'as choisi et tu sais que une famille, c'est précieux, c'est cher, Mm. donc tu la chéris, ta relation. Exactement, c'est ça. Et justement, moi, je ne me verrais pas, en fait, je suis pas ce genre de personne qui, dès qu'ils voient un obstacle, ils rompent les liens, tu vois, que ça soit amical ou dans la famille. C'est vraiment, je dissocie les deux, mais il y a vraiment beaucoup d'importance quand même aux relations que j'ai avec mes amis. Ah oui, totalement, je suis entièrement d'accord avec toi. Ok. Et tu vois, par exemple, pourquoi je disais un peu plus tôt, faites pas comme moi, parce que moi, je suis beaucoup dans l'émotif. Mais en fait, pourquoi je suis comme ça, c'est il faut déjà comprendre, en fait, la personne avant de dresser une conclusion. C'est que moi, je suis une personne très réservée. Je suis très timide, voilà, introvertie, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, je suis vraiment dans ma bulle. Ok. Et du coup, quand j'aime une personne, tu le sauras parce que Ah, ça se voit direct. voilà, ça se voit direct, et je me donne à 1000% dans chacune de mes relations. Ok. Et du coup, je me donne tellement que je peux pas en avoir 10 000 des relations. Du coup, mon cercle est très restreint. C'est très restreint. Bah, c'est bien ça. Donc, en fait, quand je me donne entièrement et que dans notre relation, j'ai l'impression qu'il y
il y a quelque part un manque de loyauté ou quelque part un vice, quelque chose de pas sain, Mmh. en fait, je le supporte pas. Tu vois? Parce que je suis dans le naturel. Que tu sois une personne qui me blesse parce que tu as des paroles blessantes, mais qu'en fait, je sais que tu es juste maladroite, je le comprends et enfin, on en discute, je me dis: «Par contre, toi tranquille, doucement un peu». Mais en fait, quand je sais que c'est vraiment mesquin dans le fond, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec la méchanceté, moi. Et en fait, tout ce qui peut être négatif en une personne et qu'il reverse sur moi, ben, en fait, je me dis qu'on n'a pas à s'infliger ça. Et ça, tu l'as déjà vécu à l'intérieur de ta famille? Ce genre de comportement? Oui, ça m'est arrivé, de personnes comme je disais, quand tu décides de couper les ponts, c'est que tu as profondément aimé cette ou ces personnes et je peux te dire même qu'aujourd'hui, intérieurement, ça me fait mal. Tu vois? Parfois, tu te lèves et tu te dis toi, tu repenses à cette personne, tu te dis: «Mais» tu vois? Dans le fond, ça brise, en fait, de couper les liens. Je connais pas une personne qui va dire: je suis grave bien. En fait, tu gagnes quelque chose, mais tu perds quelque chose. Dis pas que D'accord. c'est truc. Mais après, c'est des concessions. C'est que tu as gagné quelque chose. Moi, dans mon cas, quand je romps les liens avec une personne, c'est que je me débarrasse d'une certaine, débarrasse, c'est peut-être un peu péjoratif comme terme, mais que je me sépare d'une certaine, Un peu comme un fardeau. oui, comme un fardeau et surtout moi, j'associe ça à un manque d'amour. Parce qu'au final, pour moi, l'amour n'a pas de vice. L'amour est sincère, l'amour est transparent. L'amour veut pour l'autre ce qu'on veut pour soi. Et si, quand je te regarde en face, c'est encore pire parce que tu es de mon sang et j'ai l'impression que ton intérêt propre prévaut sur le mien, mais ça me brise. Et en fait, je vois, à partir de là, si je marche avec toi, j'aurai un doute sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, à partir de là, je peux pas continuer comme ça. Bah, moi, je suis un peu d'avis avec Corinne et la question que j'amène un peu à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, rompre les liens, est-ce que c'est une nécessité ou est-ce que c'est un échec? Parce que pour certaines personnes, comme on le disait, quand ça va à l'encontre de ta santé mentale ou plus tard après de ta santé physique, je pense que c'est une nécessité. Mais de l'autre côté, ça peut être aussi vu comme un échec parce que vous parliez de relations amicales. Aujourd'hui, quand on est ami avec quelqu'un, on a tous eu des amis avec qui on était super proches au bout d'un moment et on s'est élanés ou séparés parce que ça pouvait être dû à la distance ou ça pouvait être dû potentiellement à un conflit. Moi, j'ai perdu un ami de très longue date récemment qui devait être, euh, pour vous donner un exemple, mon témoin de mariage et ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et je sais que voilà, certaines personnes dans le cercle ont essayé de rompre, enfin, de, entre guillemets, arranger les choses. Et je disais que bah, moi, j'étais disposé à pouvoir le faire. Mais je ne pensais pas que la démarche devait venir de ma part. Donc, est-ce que je considère cette relation comme un échec? Oui, peut-être non. Maintenant, au vu de la famille, comme Corinne disait tout à l'heure, le problème, c'est que la famille, c'est le noyau et on grandit dans son noyau et entre guillemets, bah, on prend tout ce qui est dans le noyau. Donc, les valeurs, on parlait de religion, les croyances vont venir de notre cercle, de notre famille. Aujourd'hui, si on a la religion qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous a été donnée par nos parents. Et de ce fait, certaines personnes pourront considérer que le fait de décider de rompre les liens familiaux peut être considéré comme un échec, ce que j'entends et je comprends. Mais comme je le disais, je pense qu'il arrive un moment dans la vie où quand quelque chose devient nécessaire, mais surtout comme Corinne l'a dit, ne pas forcément, bah voilà, moi je sais que je suis une personne qui prend tout de suite les choses à cœur et qui m'énerve et qui me disent tout de suite c'est mort. Mais quand on prend le temps de poser le pour et le contre, au bout d'un moment, on peut se dire que ça devient peut-être une nécessité. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, il- finalement, l'échec n'est pas un échec. En fait, il faut savoir accepter que tous les problèmes ne se résolvent pas. Enfin, il y a cette démarche que tu peux entreprendre, mais elle n'aboutira pas forcément par une réussite. Donc, il faut aussi savoir accepter l'échec et comprendre que, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a, pour arranger une situation, améliorer ou rendre saines des relations, il faut qu'il y ait une volonté de part et d'autre. Donc, s'il n'y a qu'une seule personne qui le veut, bah forcément, ce sera un échec et il faut l'accepter. Mais moi, pour rebondir sur
sur ce que vous dites. Ce que je comprends, et généralement, c'est ce que j'ai l'habitude de voir, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, je vais faire l'analogie avec ce caillou dans la chaussure. C'est qu'en fait, on continue de marcher avec, courir avec, on sait que ça nous dérange, mais en fait, et moi, quand je vous entends tous les deux, c'est que peut-être que vous n'êtes pas allés assez en profondeur pour me donner vraiment le pourquoi du comment, mais en fait, j'ai pas la raison de quelle est la limite pour rompre les liens et pourquoi on le fait. Alors, moi, si je peux me permettre, il n'y a pas vraiment de limite parce que la limite, c'est quelque chose qui est propre à chaque individu. Subjectif. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en faveur de cela. Un, c'est peut-être le manque de respect. Quand on est dans une famille, une fratrie, moi, on est dans une fratrie de 7, 8 de mon côté, il y a beaucoup de choses qui arrivent et au bout d'un moment, quand on a l'impression que pendant des années, les mêmes choses se reproduisent, on commence à se poser des questions. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape, je suis bité, j'ai plus envie de faire des efforts. Mais comme on disait tout à l'heure, on revient toujours à la chose où, en fait, on veut avancer, mais sans avoir réglé le conflit. Et ce que ça fait, généralement, c'est qu'on avance avec quelque chose dans le cœur. Et au fur et à mesure qu'on avance, en fait, on ne règle pas le problème. Comme on dit, on ne crève pas l'abcès. Et ce qui se passe, c'est qu'on grandit avec ça, on avance avec ça. Et au final, on a tellement gardé. Moi, je suis une personne qui garde beaucoup les choses à l'intérieur. Et au bout d'un moment, on se dit, bah, écoute, là, c'est plus possible. Il y a un autre aspect dont je parlais, c'est la santé mentale. Aujourd'hui, on considère que c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément parler ou ça ne doit pas forcément nous arriver. Mais lorsque ce qui se passe dans notre noyau commence à nous affecter profondément, il y a de quoi se poser des questions. Mais pour répondre à ta question, Jasmin, c'est pas un processus où on se lève le matin et on décide de, entre guillemets, bon, aujourd'hui, je coupe les pans parce que ça ne va pas. Non, comme a dit Corinne, on essaye de résoudre le conflit. Maintenant, il faut voir aussi si la personne aussi en face, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que moi, je peux dire que j'ai essayé de résoudre le conflit. Mais peut-être qu'à l'inverse, de l'autre côté, comme tu parlais tout à l'heure de ta mère et ta tante, peut-être qu'il y a une personne qui est dans la démarche de vouloir résoudre, mais de l'autre n'a pas envie. Et donc, du coup, tu te dis, bah, moi, j'ai envie d'avancer, elle n'a pas envie, donc moi, je reste sur mes positions. Mais comment vous montrez à la personne avec qui vous avez créé ce conflit que vous avez envie de faire le premier pas et d'avancer et de résoudre la situation? Quel est justement, on a parlé de plan d'action, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour essayer d'assainir la relation? Toi-même, tu ferais quoi? Moi, honnêtement, si par exemple j'étais amené à rompre les liens avec mon frère ou ma sœur, Ou peu importe, hein, une cousine, une tante, c'est pas forcément la famille de premier degré, là, non. ouais, non, ça peut être des cousins et effectivement. Alors moi, ce que je ferais pour être honnête avec toi, c'est difficile de se projeter quand on vit pas forcément la chose. Mais moi, dans un premier temps, je laisserais du temps. Parce que ça peut être une blessure et je sais que parfois, voilà, dans un premier temps, il va y avoir de la colère et donc je pense que c'est pas le bon moment pour aller parler à une personne. Il faut laisser le temps d'assainir un peu les mauvaises idées qu'on a dans la tête. Et là, tu parles du coup de, d'une séparation qui serait du fait d'un conflit actuel, quoi. Ouais, d'un conflit Une actuel, situation précise. c'est ça. Que souvent, c'est, comme on a dit, c'est quelque chose qui... Ouais, mais ça veut dire que tu le sais pas forcément. Oui, voilà, tu ne le sais pas forcément. Mais après, il arrive un moment où tu commences à ressentir que quelque chose ne va pas. Ouais. Peut-être Après, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un que c'est qui tout te le le principe dit. de la toxicité. Ouais. C'est qu'en général, tu vois, c'est pas du premier coup que tu te dis ah non, là, c'est toxique. En général, c'est sur le Sur le long terme, ouais, c'est sur le long terme. Non, je vois ce que un tu jour, veux tu te dire. réveilles, que tu te dis voilà, c'est le Mais truc. la question que je te reposerai, du coup, c'est en fait, est-ce que tu prends tes distances petit à petit ou est-ce que tu coupes les liens parce que justement, pendant 10 ans, tu as vécu de la toxicité? En général, les personnes coupent le lien, genre, comme ça, brusquement. Et c'est pour ça que souvent, les gens sont dans l'incompréhension. Ils se disent ah, bah, machin, on n'a plus de nouvelles. Tu te retrouves à une fête familiale, on te dit oh, machin, on n'a plus de ses nouvelles. Elle fait sa vie, elle n'a plus de considération pour sa famille parce qu'en fait, ça s'est fait brusquement. Sauf qu'en fait, c'est la petite goutte, en fait, Qui a fait déborder le vase, oui. tu vois, qui a causé le truc. Et pour revenir sur ta question, à quel moment on estime que qu'il est préférable de couper les ponts, c'est que moi, je pense que c'est à partir du moment où
comme disait Blandy, que ça commence à devenir toxique et nuisible pour toi. C'est que dans une relation, il faut de l'équilibre. Il faut que chacun se retrouve. Si tu as l'impression d'être lésé dans ta relation, c'est que c'est le moment de partir. Et tu vois, moi, pour les relations toxiques, moi, pour imager la chose, je dirais qu'il faut 2 cœurs pour réussir à maintenir une relation toxique. C'est qu'en fait, il faut un cœur que tu dédies à cette relation, et au froissement et aux fissures, au saignement que tu auras, et le cœur qui te permet de continuer à vivre ta vie. Tu vois, c'est impossible. C'est qu'à un moment, en fait, t'es atterré, à un moment, ça va te tuer, en fait. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, j'ai du mal à répondre à ta question, pour être honnête, parce que je ne l'ai pas vécu. Et c'est pour ça que je vous pose la question, parce que j'ai cru comprendre que vous avez déjà rompu les liens avec un membre de votre famille. Alors, si je peux me permettre, la question, en fait, c'est vraiment qu'est-ce qu'on appelle rompre les liens? Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'appellerais rompre aujourd'hui dans mon cas, c'est-à-dire ne plus avoir de communication avec certains membres de la famille. Par contre, là où il faut être clair, euh, c'est qu'aujourd'hui, je verrai cette personne, je te dirai bonjour. Parce que c'est ça aussi le truc. Il y a des gens aujourd'hui qui ont rompu les liens, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je traverse la rue, je te vois de l'autre côté et en fait, je fais comme si tu n'étais pas mon frère, pas ma sœur, pas ma tante. Non, il faut quand même garder les valeurs que nos parents nous ont inculquées. Donc, le respect. Maintenant, après, ça veut dire que je ne vais pas forcément prendre mon téléphone pour te demander comment ça va ou te dire joyeux Noël. Mm. Oui, c'est que la relation qui existait auparavant n'est plus. N'est juste plus la même. C'est vraiment ça. Après, c'est comme on disait, rompre, c'est vrai que c'est à un terme qui peut être assez dur, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens, que ce soit dans notre famille ou dans notre entourage, nos amis, qu'il arrive un moment, il faut pouvoir se dire, comme Corinne a un peu a dit, c'est que c'est pas forcément un échec, mais ça devient une nécessité. Et il y a un point aussi que j'aimerais, euh, 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 dont j'aimerais parler, c'est on est tous parents aujourd'hui, tous les trois. Lorsqu'une personne évolue, forcément, on commence à avoir des priorités. Aujourd'hui, quelles sont nos priorités? Quand on voit que pendant des années, avec certaines personnes, les relations sont tout le temps conflictuelles, il y a tout le temps des histoires, forcément, il y a un jour, on se dit, écoute, moi, tu ne fais plus partie de mes priorités. Aujourd'hui, ma priorité personnelle, c'est ma femme, mes enfants. Oui, la famille, c'est important. Mais même, si je peux me permettre de faire paraphraser un peu la Bible dit que un homme se séparera de ses parents et ira créer quelque chose avec une femme. Cette phrase a du sens. Donc forcément, même comme on parlait de noyau, on parlait de cellules souches, on arrive à un moment où on doit sortir de cette cellule et aller commencer à construire quelque chose avec cette nouvelle famille. Et lorsqu'on voit que il existe une toxicité avec son passé, pour pouvoir aussi avancer, parce que c'est ça aussi la question. Parfois, il est nécessaire de se poser les questions et d'avancer tout doucement. Moi, la question que je vais te poser, c'est très clair ce que tu as dit, mais c'est du coup, il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est quand on se rend compte en fait que son passé est toxique, est-ce qu'on essaye justement de résoudre la situation, de poser, de parler, ou on va laisser justement ce non-dit s'installer? Bah, on essaie toujours de comprendre, mais en fait, il faut que les 2 parties aient conscience du problème. Si toi, tu as conscience, il y a Et si toi, tu as conscience et tu veux en parler à cette que personne, tu en parles et que la personne finalement se dit: «Mais c'est quoi ces balivernes?» Oui, toi, enfin, c'est tout à fait légitime ce que je fais ou que mon comportement est légitime, ce que je peux dire est légitime et cetera. En fait, il était face à un mur. non, mais je comprends, si tu as essayé de résoudre le Ah, problème. mais il faut toujours essayer. OK. C'est pour ça que je dis qu'en fait, quand tu coupes sans avoir essayé d'échanger ou de discuter, c'est que tu es purement dans l'émotif. Mmh. Purement dans l'émotif. Donc dans ton cas, c'est ça? Et dans mon cas, parce que, comme je te l'ai dit, en fait, les personnes émotives, comment elles réfléchissent, Mmh. c'est que j'ai analysé ta personne, Oui. tu vois, et qu'en fait, il y avait du vice. En fait, peu importe, je dis pas que j'ai la science infuse. Je dis pas que ces personnes-là étaient mauvaises ou etc. Non, il y a toujours du bon dans des relations. Après, il faut savoir jongler et voir ce que tu préfères en tirer ou garder. Mais c'est que j'ai, moi, ce qui tue une relation, c'est que tu fais passer ton intérêt personnel avant le mien. Parce qu'en fait, c'est que finalement, il n'y a pas de réciprocité. Moi, c'est ce qui tue, moi, une relation pour moi.
C'est qu'en fait, à tout moment, on va se retrouver dans une situation où tu auras un intérêt colossal qui se présente devant moi, tu ne lâcheras. Ouais. Et comment tu vis ça aujourd'hui, le fait d'avoir rompu des liens avec En fait, les comme, personnes de comme ta je te dis, famille? c'est pas. Après, comme a dit Blandy, c'est pas. Je suis pas dans une démarche de à toi, c'est mort, je te croise, t'as qu'à dire bonjour. Mais je dis bonjour, ça va, ça va. Enfin, ça restera cordial. Et surtout, je suis pas fermée à l'idée de que ça s'arrange un jour. Parce que comme je Mais te dis, personne fera le premier pas, de ce que je comprends. en fait, après, ça peut être le temps, comme tu disais. Mhm. Tu vois, c'est peut-être que le moment, c'est que aujourd'hui, j'estime que on n'est pas dans. Il n'y a pas encore de situation propice à ce que l'autre personne comprenne. Tu vois, il n'y a pas encore le tilt. Tu vois, donc si j'en parlais, je sais que ce serait bénin, en fait, ou alors ça passerait pour de l'interprétation, etc. Donc, en fait, il faut qu'il y ait un contexte propice à la discussion et Et la reconstruction. Et je vais me permettre un peu de pouvoir continuer sur ce que Corinne était en train de dire. En fait, le problème, c'est que parfois, comme tu disais tout à l'heure, Jasmin, c'est marrant parce qu'il va avoir une situation dans une famille et toi, tu vas aller voir ta tante et ta tante va dire, bah, moi, j'ai pas de problème avec ta mère. Et tu vas aller voir ta mère et ta mère va dire la même chose. Alors que, et comme on dit souvent, tu sais, euh, il n'y a que les personnes qui sont dans le foyer qui savent vraiment ce qui se passe. On peut venir tous là aller dire, ah voilà moi ce qui se passe avec ma femme, voilà ce qui se passe avec mon frère ou ma sœur. Mais vous-même, vous deux, vous savez, vous êtes les protagonistes en fait de votre histoire. Et ce qui se passe, je pense, c'est que dans certains cas, euh, il ne faut pas, je suis pas forcément d'accord avec Corinne, tu vois, d'être émotif et de dire, bon, bah, il faut prendre les émotions, non, moi aujourd'hui, je veux plus. Mais il arrive à un moment où, quand tu peux plus supporter les choses, il faut prendre de la distance. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, le temps peut être parfois favorable ou défavorable. Maintenant, après, comme on dit, le temps nous donnera raison. Donc, dans certains cas, le temps, je parlais de mon exemple tout à l'heure avec un ami proche, fera que le jour où on se verra, on pourra, entre guillemets, trouver des solutions. Et si le temps ne le permet pas, bah écoute, il y a, c'est la vie. il y a le temps, il y a aussi l'intervention de personnes tierces. C'est qu'il faut que chacun aussi ait conscience qu'il a un rôle, qu'il peut avoir un rôle dans l'amélioration ou la reconstruction d'une relation. C'est que parfois, on observe dans une famille, tu vois, typiquement, moi, ta tante et, euh, et ta mère. Moi, dans mon cas, ma mère et ma tante, c'est un peu plus délicat parce qu'au final, ça n'a jamais vraiment été connu de tous jusqu'au moment Ah, où il était vraiment ça d'accord, ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment chacune d'elles, en fait, qui pouvait parfois ressortir un truc, ah, machin, il m'a fait ci une fois dans telle année, etc. En fait, ça n'a jamais été vraiment connu qu'il y avait un conflit. Mais toi, dans ton cas, tout le monde est, tout le monde est au courant, oui, tu vois, le courant. Donc, là, moi, je me demande, en fait, que ça peut être un oncle, je sais pas, c'est le nom des frères, enfin, il y a un devoir d'intervention. En fait, parce que sans vouloir te couper, c'est la situation familiale, elle est un peu comme un cancer qui est en métastase. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je me prononce pas trop de l'air. C'est ça, là, t'as compris la métaphore. Voilà, c'est ça. Ouais, bah, tu vois, bah, franchement, là, après, dans ce type de cas, quand ça tend en longueur, Mhm. c'est souvent un événement dramatique, en fait, tu vois. Qui peut permettre. Ce sera parfois Ouais. bah, le départ d'une personne et à ce moment-là, elle se dira, ah, mais ma sœur est partie, ah, mais machin. En fait, c'est quand c'est trop tard. C'est souvent Ouais, là, le déclic. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Non, c'est très intéressant ce que Corinne vient de dire parce que j'ai eu la même situation justement de mon côté maternel où il y a eu un décès, paix à son âme, à mon oncle, où la famille était vraiment divisée. Et là, c'était vraiment rompre les liens. C'est-à-dire que tout le monde faisait sa vie, les gens se mariaient et personne n'allait dans les mariages des autres. Pour être vraiment clair, là, c'était vraiment rompre, tu vois. Et quand il y a eu le décès de mon oncle, ça a permis justement aux gens de pouvoir se rassembler. Mais même aujourd'hui, on se rend compte que, comme on disait, c'est qu'il y avait tellement de non-dits, il y avait tellement de choses que les gens n'avaient pas évoquées de vive voix, que ça continue toujours à poser des problèmes aujourd'hui. Je suis tout à fait Donc, d'accord. pour le coup, le temps, comme je disais, peut être favorable et défavorable. Et même après un événement tragique, bah oui, on va pouvoir se rassembler, mais au final, on sent que ça n'a pas été traité à la Ouais, racine. c'est ça, c'est qu'il y a le temps, etc., mais il y a la case dialogue qui est primordiale. Tant qu'on passe pas par la case dialogue,
Là, on dirait, oui, mettre le temps. Oui, on laisse. Ou alors, on dirait, on laisse ce qui est derrière, passer et tout. On se focus sur maintenant et l'avenir. Mais en fait, non, tout vient du passé, toutes les relations à passer. Et c'est la souche de tout, quoi. Et la vie, un peu la moralité de l'histoire, c'est que la vie est remplie de secondes chances, mais les gens ne sont pas éternels. Et avant de conclure, moi, j'aimerais vous poser une dernière question. Et Corinne, je te vois venir, je t'interdis de me la reposer. Oh. C'est en tant que parent, comment en fait, je sais pas si vous êtes familier en fait avec l'effet boomerang, ce qui est en fait ce qui veut dire que bah le fait d'avoir coupé les liens avec un membre de sa famille, en fait les enfants le voient, le ressentent, et en fait comment vous gérez ça si demain vous vous retrouvez être la victime de cette scission-là, que les enfants bah soit coupent le lien avec vous ou entre eux. Euh, Moi, pour ma part, non, les enfants n'ont, non, mes enfants n'ont pas remarqué. Ok. Moi, n'ont pas remarqué. Et même, en fait, s'ils avaient remarqué, je l'aurais assumé. Enfin, Je leur ai dit la ouais, vérité. je l'aurais dit. Parce qu'en fait, c'est toujours dans le principe de m'entourer de personnes vraies. C'est que si tu es capable de manquer de loyauté envers moi, c'est que tu le feras envers mes enfants. Donc, en fait, j'ai pas forcément envie que tu restes dans mon cercle. Et après, pour parler des enfants, je suis une personne, moi, j'ai peut-être une philosophie un peu différente, c'est que j'estime que mes enfants ne m'appartiennent pas. C'est qu'ils sont arrivés au monde à travers moi, mais ils ont leur propre chemin de vie, leur propre destin. Ils ont une mission qui n'est pas reliée à moi. Tu vois, ils ont une mission dans ce monde qui n'a rien à voir avec moi. Donc, le jour où j'ai un enfant qui coupe les liens, c'est que, en fait, ma première réaction sera de me demander pourquoi, qu'est-ce que j'ai pu faire? Parce que si c'est un enfant qui s'éloigne de son parent, parce qu'il y a un devoir, tu vois, c'est comme arroser une plante. Mon enfant, c'est ma plante, c'est moi qui l'arrose, c'est moi qui le fais grandir, etc. Donc, j'ai un devoir envers lui. Mais lui, à l'inverse, la plante, elle a pas de devoir de retour envers moi, si ce n'est de grandir, d'être belle. Tu vois? Après, ouais. J'attends rien en Attends, rien. au final, si ce n'est que ça devienne une personne indépendante et qui est bien dans sa vie. C'est ça, en fait, la plus grande joie d'un parent. Donc, le jour où mon enfant coupe les liens, je me dirais, moi, dans ma perception des choses, qu'il y a quelque chose que j'ai pu faire, que j'ai pu dire, que peut-être mon enfant n'a jamais osé me le notifier, me faire remarquer, mais qui aujourd'hui en est la cause. Donc, ma première démarche sera de demander à mon enfant, qu'est-ce que je t'ai fait? Ok. Mais ça, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Je le Mais ferai demain. Mais dans 40 ans, quand tu iras en maison de retraite, tes enfants t'appelleront pas. Tu n'auras pas ce sentiment de oh, j'ai fait tout ça pour eux, j'ai fait des nuits blanches, des sacrifices. Non, ça, c'est la phrase de parents qui m'exaspèrent. Non, mais vraiment, j'ai tout fait pour toi. Mais en fait, on est tous parents. Aucun de nos enfants est venu te frapper à la porte et te dire j'arrive quand? Ça a été notre projet. Bien sûr. On s'est dit un jour, on veut avoir des enfants. On s'est dit, j'en veux 2, j'en veux 3, machin. Ah, je veux qu'ils soient ci. C'est un projet qui nous était propre. Les enfants n'ont rien demandé. Donc, que je paye des écoles, que je fasse des nuits. Mais c'était mon devoir de parent. Tu vois? Et c'est marrant parce que je crois que c'est inscrit même. Il y a un devoir quand même de réciprocité Bien sûr. envers les parents et les enfants. Et c'est même inscrit dans le code civil. C'est que, je ne sais pas si vous savez, en tant que parent, on a le droit de demander une pension alimentaire à nos enfants. Par exemple, tu es en maison de retraite, tu n'as plus de moyens, etc. Tu peux faire une demande à ton enfant. Par contre, ce n'est pas obligatoire. C'est que ça doit être examiné. Et ce n'est pas en fonction de tes revenus, etc. Enfin, si le montant se fait en fonction des revenus, mais par contre, tu peux avoir une dérogation pour ne pas verser de pension si tu prouves qu'à un moment, le parent a failli dans son rôle. Ça peut être de l'abandon, ça peut être de la maltraitance, ça peut être de la violence physique, verbale, etc. Et ce sont autant d'éléments qui peuvent amener un juge à se dire, en fait, vous n'avez pas droit à la pension parce que vous avez failli à votre rôle de parent. Mais dans le cas inverse, est-ce que un parent peut être dérogé de son devoir de verser une pension alimentaire pour le cas de divorce, etc., vers un enfant parce qu'il n'a pas été un bon parent ou parce que l'enfant n'a pas été bon, pardon. Non, c'est une obligation. Ouais. C'est que tu travailles, tu as des moyens, tu es obligé. Peu importe en fait que ton enfant soit têtu, qu'il soit machin, tu as une obligation. Tu vois? Tu sais, la réciprocité, elle a des limites. C'est qu'on a un devoir, mais en fait, si les enfants le rendent, tant mieux parce que c'est humain. Bien sûr qu'on aimerait se dire ah j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais on l'a fait parce que c'était par devoir. Quand un enfant te dise après je m'en fous, je t'ai rien demandé, etc. Ben écoute, ça fait mal. Je dis pas que c'est normal,
Je dis: «Ça fait mal». Bien sûr qu'on aime avoir un retour, ça c'est humain, c'est même pas propre à la relation parent-enfant. C'est humain de sentir qu'on a fait quelque chose et que l'univers nous le rend à travers notre enfant, c'est humain. Mais au final, si elle s'épargne, il faut arrêter avec ce prise de: «J'ai tout fait pour toi, j'ai fait ceci, donc en fait» maintenant, enfin, c'est pas un placement, un enfant, tu vois? Non, non, bien sûr, ouais, c'était pas forcément le sens que je voulais mettre en avant, en exergue, mais j'ai bien aimé ta réponse qui était sincère et qui a éclairé plusieurs zones d'ombre. Mais ouais, donc c'est très clair. Blondie, est-ce que tu aurais quelques mots avant que je conclue définitivement l'épisode? Bien sûr, bah, franchement, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Et encore une fois, on n'est pas là en train de dire au monde entier qu'il faut couper les liens avec leur famille ou il faut les subir. C'est déjà la première chose. Mais je pense que lorsque on dépasse la ligne rouge, après, comme on dit, la ligne rouge, elle est différente pour chacun d'entre nous. Il faut pouvoir se poser des questions. On va mettre de côté les émotions, mettre un plan d'action comme Corinne a dit, se poser les questions, essayer de résoudre le conflit, parce que ça c'est important de faire le premier pas. Et c'est important parfois d'être la personne la plus grande dans un conflit. C'est-à-dire que moi, j'ai la maturité de me lever et d'aller voir. Je sais que la personne ne viendra pas me voir, mais moi, j'ai la maturité pour aller la voir et essayer de résoudre le conflit. Maintenant, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher, mais comme j'aime le dire, qui ne tente rien n'a rien. Non, rien. Et il y a un dernier point que je voulais quand même soulever avec vous, c'est qu'on a très peu parlé de la religion. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant dans l'éducation de vos enfants avec, vous savez, vous connaissez le quatrième commandement, aime ton père et ta mère, et du coup, justement, par rapport à ça, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et vive longtemps sur terre. Et même, je prends toujours l'exemple, quand je parle de religion, je prends toujours le christianisme et l'islam, parce que ça représente 40% de l'humanité. Donc c'est quand même assez majoritaire par rapport aux autres religions. Et dans le Coran, c'est pareil. Ils affectionnent ce côté à avoir des... Voilà, c'est ça. Le judaïsme, après, c'est quand même une minorité par rapport à ces deux religions. C'est ça, les 10 commandements, et ben, ça vient d'eux. Et pareil, là-bas, je ne sais pas si vous savez, dans l'islam, en fait, il ne faut pas rompre plus de 3 jours les liens avec justement un frère ou un parent. Donc, ils sont vraiment portés sur l'importance de garder ces liens-là. Mais après, comme tu disais un peu plus tôt, c'est qu'il faut toujours contextualiser, les versets, les passages et cetera. Mhm. C'est que bien sûr, bah, tu honoreras ton père et ta mère. Tu vois, ça, c'est un truc qui est pris en général de manière générale, hein, on va toujours prendre un verset pour appuyer quelque ouais, notre argument, tu vois? Mais il y a aussi un autre verset qui dit que le Seigneur dit, «Combien même ton père et ta mère t'abandonneront, moi l'Éternel, je serai là». C'est que même le Dieu sait que, ça laisse sous-entendre que la rupture de lien avec des parents est possible. S'il te le dit, que même s'il t'a abandonné, moi je serai là, c'est que c'est possible. Donc en fait, il faut arrêter de prendre un peu certains et trucs. Non, il faut prendre les choses dans leur globalité et se dire que autant, pourquoi honorer? Honorer, c'est quoi? C'est respecter, c'est voilà, mettre sur un certain piédestal et cetera. Mais on honore une personne qui nous renvoie une image de respect. Une personne qui ne te demande pas de respect, qui, te parle mal, tu te néglige, te dénigre et cetera, bah, tu ne vois pas de respect en elle. Comment tu veux renvoyer du respect à cette personne? Ça va dans les 2 Ça sens. va dans les deux sens, je suis tout à fait d'accord, hein. Le respect, ça va dans les deux sens. On dit de toute Exactement. manière sans heure. Non, c'est après, tu sais un peu comment moi j'aime me positionner. Je pense que la religion Avant. est importante, mais il y a toujours ces trois angles que j'aime ouvrir, c'est-à-dire la religion, la culture africaine. C'est vrai que dans la culture africaine, rompre les liens avec la famille, c'est peut-être très tabou, mais non, pourquoi tu parles pas à ton frère, nous les Africains, et il y a un peu un proverbe en anglais qui dit un peu que le sang est plus épais que l'eau. Parce que le sang, c'est très important. Donc, quand on a une relation de sang avec une personne, il faut la préserver. Par contre, et le troisième aspect, ça va être, comme Corinne disait, la situation personnelle de chacun. La religion, il faut la mettre en avant. Sa culture, il faut la mettre en avant. Mais ici, il faut aussi mettre en avant sa situation. Et quand on voit que, bah, après avoir pesé le pour et le contre, ouvert ces trois axes, il faut prendre une décision. Et même du coup, du point de vue culturel, tu as fait allusion,
pourquoi on mettait vraiment en avant et on appuyait l'importance des liens familiaux, etc. C'est parce que dans le clan, chaque membre du clan avait son importance. En fait, on savait que lui, par exemple, c'était un pêcheur, lui, c'était un chasseur, etc. C'est que s'il en manquait un, mais en fait, le clan était déstabilisé. L'autre, c'était un guerrier, etc. Donc, c'est pour ça qu'on renforçait. Tu vois, il y a toujours un historique. Ou même, par exemple, le respect des aînés. Dans les cultures africaines, on te dira, le respect des aînés, c'est important. Oui, mais c'est ton aîné, donc en fait, tais-toi, etc. Pourquoi, encore une fois? C'est parce que dans les anciennes civilisations, les aînés avaient déjà, en fait, ce savoir était déjà passé par des étapes avant de devenir adulte, notamment la, l'initiation, parce qu'il fallait passer vraiment des sortes d'examens pour être reconnu comme adulte. Donc, c'est que cette personne-là avait déjà un savoir que toi, tu n'avais pas encore. C'est pour ça qu'on disait vraiment respect des aînés. Pourquoi? Parce il avait une longueur d'avance, en fait, sur la vie. C'est pas juste une question d'âge, alors qu'aujourd'hui, c'est juste une question. Il a vu le jour avant toi. Donc, en fait, maintenant, en fait, alors qu'en fait, en termes de sagesse ou de maturité, on n'y est pas. En fait, on va juste se dire, c'est ton aîné. Ah non, il faut toujours contextualiser. Je suis tout à fait d'accord. Et écoutez, merci beaucoup pour cette discussion. Cette thématique, elle était vraiment très, très importante. Je pense que c'est un sujet qui nous touche tous. Et les 3 questions que je vais laisser à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est les suivantes. Parfois, rompre les liens peut s'avérer nécessaire, mais est-ce réellement la solution? Parce que comme on l'a vu, hein, il peut y avoir des séquelles et on peut en payer le prix. Et troisièmement, lorsque vous coupez les liens, vous vous éloignez de votre famille ou de vos proches, avez-vous réellement jaugé toutes les solutions avant justement de passer à cet acte? En tout cas, j'espère que Corinne, ça t'a plu d'être parmi nous. Franchement, c'était hyper court. Je pense que j'en ai encore des choses à dire. Pourquoi pas faire une partie 2 ou simplement demander des avis aux téléspectateurs et échanger dans les commentaires. Vous allez me retrouver dans la section commentaires. Mais super, c'est bien d'en parler. En tout cas, on vous attend sur les commentaires. N'hésitez pas surtout à vous abonner, ça prend quelques secondes et c'est vraiment important pour nous. Comme je le mentionnais, c'est l'essence qui va nous faire vivre. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, commenter et surtout vous abonner sur tous nos réseaux qui s'affichent juste en dessous. Donc Instagram, Facebook, Snapchat et TikTok. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir et à la prochaine.